Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes. Nous avons du retard, nous sommes à la bourre, la journée était longue. On va voir, on fait des petits commentaires, on va appeler tout le monde. Allez, on convoque tout le monde. Je sais que tout le monde est dispersé. Tout le monde est occupé dans la distraction Fekafoot. Et les gens oublient un tant soit peu l'essentiel. Continuez à vous amuser. Continuez à détourner du regard ce qui est censé nous préoccuper. Donc, on essaie de partager. On appelle qui on peut. Et puis, on va faire le tour des sujets. Le pays est animé. Les choses bougent. Et juste savoir ce que vous en pensez. Moi, je commence la sensibilisation, juste un petit arrêt à Lomé. À Lomé, à l'est du Cameroun. L'est du Cameroun, l'insolence de la richesse dans la pauvreté environnante. Le Cameroun est un pays riche. Malheureusement, un pays où ceux qui sont en charge d'améliorer les conditions de vie des citoyens, soit ils ne connaissent pas, soit ils n'ont pas la volonté, soit ils font semblant. Ce n'est tout simplement pas explicable d'arriver dans une région comme la région de l'Est et de voir comment vivent les habitants de l'Est. C'est-à-dire que la richesse de cette région, on se pose la question de savoir à qui elle profite vraiment. Le président Paul Biya, qui est en fonction depuis plus de 40 ans, a partagé son pouvoir avec des élites venant de tous les coins du Cameroun. Et c'est pour ça que nous estimons qu'ils sont tous responsables au moment où nous parlons du changement. L'Est est une preuve vivante que la redistribution ne se fait pas. L'Est est une preuve que la richesse, elle peut être autour de vous, mais vous pouvez crever dans la misère. J'avais déjà fait une vidéo. Bonsoir tout le monde. J'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais des richesses du Cameroun qui profitent à des entités extérieures. Je vous parlais du copal. Le copal qui est ce n'est pas une pierre précieuse, mais c'est souvent utilisé comme tel. Le copal est exploité par l'Église catholique, à qui les citoyens offrent gracieusement cette matière qu'elles trouvent dans leur environnement, souvent dans des marécages. Et l'Église revend ça dans les boutiques sous forme d'encens, et c'est un trafic international qui ne profite pas aux gens. Moi, je veux parler des richesses. Je sais que tout le monde s'intéresse à l'actualité de la Fekafoot. Je ne suis toujours pas encore arrivé à m'intéresser à qui va prendre la succession. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Moi, je continue cette sensibilisation parce que j'estime
que les jeunes au Cameroun doivent savoir que le pays est riche, que la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est due à plusieurs facteurs. Il y a un facteur d'ignorance et il y a un facteur de malgouvernance. Donc, on va mettre des cœurs pour partager. Parce que nous avons eu l'occasion de parcourir un peu au Cameroun, vous allez constater des curiosités. C'est pour ça que je me suis arrêté à Lomé. C'est-à-dire que la ville de Lomé, dans un pays qui fonctionne normalement, tous les habitants de Lomé ne devraient pas payer l'électricité ni l'eau. Quand on voit la redevance forestière qui revient à la mairie de Lomé depuis le temps que l'exploitation forestière se fait dans cette région, beaucoup de Camerounais ne savent pas que cette petite ville de Lomé a souvent une redevance forestière supérieure à celle du centre. Tout simplement parce que c'est une petite ville à celle de Yaoundé. Oui. La redevance forestière de la ville de Lomé dépasse celle du centre. Parce que c'est une petite ville qui est entourée de forêts et dont les exploitations se font par des grandes sociétés. Depuis les années, on verse des milliards à Lomé, mais on ne comprend pas. On ne comprend toujours pas comment est-ce que, après avoir récolté autant d'argent, que la ville, on ne voit pas la ville évoluer. On ne voit pas les habitants de Lomé comme étant des habitants qui vivent des retours des richesses qui les entourent. C'est le problème fondamental que nous avons chez nous. C'est que les responsables politiques ont l'impression que c'est un acharnement particulier, mais les citoyens ne demandent que le minimum, de quoi vivre décemment. Comment pouvons-nous vivre dans un pays aussi riche et avec un peuple aussi pauvre? C'est la question inexplicable que vivent les Africains depuis les indépendances. En même temps, elle s'explique. Elle s'explique parce que il y a la mauvaise gouvernance, il y a la corruption. Moi, je sais que le maire de Lomé, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est l'un des seuls maires qu'on ne peut recevoir qu'à l'hôtel Hilton. Ils sont quelques-uns comme ça au Cameroun, qui habitent dans des bourgades où on n'a pas l'impression qu'ils ont des retombées d'argent, mais en vérité, il y a des villes qui consomment énormément d'argent. Comme cette ville de Lomé, si vous regardez les chiffres de la redevance forestière de la ville de Lomé, vous vous rendrez compte que cette ville a consommé beaucoup d'argent. Mais on se demande toujours où va l'argent. C'est le même sujet partout. Et c'est là où moi je dis à nos enfants, nos jeunes frères, que si nous prenons parole pour vous demander de vous inscrire aux listes électorales, c'est pour que vous alliez décider vous-même de comment on va gérer la richesse qui est dans votre pays. Parce que figurez-vous, rien qu'à l'est du Cameroun, la richesse de l'est peut permettre à elle seule de développer tout le Cameroun, sans même toucher au sud. La richesse de l'est à elle seule. Tellement il y a des matières premières dans cette région que j'ai l'impression que ceux qui sont originaires de la zone n'ont pas conscience des richesses sur lesquelles ils ont grandi, et ceux qui sont en responsabilité
n'ont pas l'expérience nécessaire de maîtriser toutes ces différentes richesses qui partent du bois, parce que c'est le bois qui est le plus lourd. Et c'est là où plus tard on se rendra compte que, quoi qu'on dise, le président Paul Biya a été un conservateur au niveau des richesses, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec certaines ressources qui ont été convoitées dans beaucoup de pays, mais qui se sont endormis au Cameroun, tout simplement parce que les gens ne savaient même pas à quoi servait telle ou telle richesse ou comment on arrivait à extraire telle ou telle ressource. Je vous prends l'exemple de pierres précieuses, comme les obsidiennes, une pierre qu'on appelle l'obsidienne, ou bien l'aigle marine. Ce sont des pierres précieuses qui se vendent à l'export. Moi, dans un passé très proche, j'ai eu une proposition de pierres qui venaient du Cameroun, où juste 2 pierres que je peux librement montrer parce que elles avaient une origine, elles étaient enregistrées au niveau du ministère des Mines, mais rien que ces 2 pierres avaient une valeur de 9 millions de dollars. J'ai encore toute la nomenclature et toutes les photos parce que j'ai été chargé de... J'ai eu la proposition de trouver un acheteur pour ces 2 pierres. Je vous en parle pourquoi? Parce que vous, on vous parle de bois. Le pétrole, vous n'êtes pas au courant. Parce que personne ne sait comment on gère le pétrole au Cameroun. Pourtant, on devrait le savoir. Les jeunes doivent comprendre que il est de leur responsabilité, dans le changement, de remettre toutes ces ressources devant l'opinion publique pour qu'on sache exactement où elles vont et comment elles fonctionnent. Il y a des autorisations d'exploitation de l'or à l'Est. Il y a plus de 200 Chinois qui sont installés dans les zones de Betaroya et tout ça. Et on ne contrôle rien. Des pierres précieuses, telles que celles que je vous relate, telles que l'obsidienne, l'aigle marine, ce sont des pierres que le grand public ne connaît même pas. Or, moi je vous dis, là je vous parle de 2 pierres, dont l'une faisait plus de 10 000 carats, où on m'a demandé de trouver des clients. Ça se trouve, les clients on les trouve en Anvers ou aux États-Unis, un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est que le public, lui, il n'est pas au courant de tout ça. Le peuple, il n'est pas au courant de l'exploitation de toutes ces pierres, de toutes ces matières premières. Le peuple n'est pas au courant. Donc, c'est une situation qui dure depuis très longtemps. Les diamants sont exploités de manière libre, artisanale et corrompue, parce que les diamants, on les trouve, les micro-diamants, on les trouve dans des cours d'eau. L'or, on sait aujourd'hui qu'il y a des maisons à l'Est où, si on arrive même à les acheter aux villageois et qu'on fait relaver cette terre, on arrivera à extraire de l'or. Tellement, il y a des zones qui sont aurifères à l'Est. Malheureusement, l'Est, c'est le malheur, c'est le malheur de la richesse. Et c'est souvent un malheur quand, au niveau de l'administration centrale, on n'a pas une cartographie exacte qui arrive à repérer où sont les matières, les richesses du pays. Les mines de fer, ça ce sont des mines grossières, parce que les mines de fer, on les fait sur de grandes superficies.
Mais quand on vous parle des richesses, des choses qui ne coûtent pas, qui ne pèsent pas, comme le bois. Le bois, il vous faut un camion pour porter. Mais une pierre d'1 kilo, une pierre de 500 grammes, ça, si on n'arrive pas à créer une traçabilité, on ne saura jamais comment contrôler toutes ces matières précieuses qui sortent de notre pays tous les jours, sans qu'on ne sache même si l'État récupère ne serait-ce que les taxes, ou si cet argent va même dans les poches des Camerounais. Donc, nous sommes un peu à l'abandon de l'exploitation de cette richesse qui est pourtant faite pour notre développement. Et à cause du désordre ambiant, du fait que l'administration ne gère pas la chose, soit par inexpérience, soit par méconnaissance, fait que oui, nous sommes un peu exploités sans toutefois le savoir. Je peux vous envoyer les photos, je peux publier ces photos qui me viennent des ministères du Cameroun, où on me propose de trouver des clients pour des pierres précieuses en provenance du Cameroun. Si je n'étais que intéressé par l'argent, je ne vous en parlerai pas. Je prendrais tout simplement l'opportunité de faire mon affaire. Mais je tiens à vous en parler parce que c'est vous les jeunes. Quand on parle de changement, c'est pour vous tout ça. Nous, on peut faire des affaires de manière opportune parce que c'est un peu le cafouillage. Mais ce n'est pas une voie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un pays. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités et qu'on ne croit pas une seule seconde que nous ne sommes pas capables de nous exprimer si on le veut vraiment. Parce que la seule voie d'expression qui prime, c'est le bulletin de vote. Maintenant, voter pourquoi? Il faut voter pour protéger vos richesses. Il faut voter pour protéger vos richesses. Les Camerounais connaissent le bois. Le bois, ce n'est pas la matière première qui est la plus prolifique. Nous avons connu le bois dans les années, il y a de cela 30 ans. Et les Occidentaux exploitent le bois au Cameroun depuis le début du siècle. Nous avons vu comment les étrangers sont venus se servir dans nos forêts. La dernière vague asiatique aura des conséquences sur notre patrimoine forestier. Il y a des essences qu'on ne peut plus trouver près de la route parce que tous les étrangers qui viennent chez nous ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Ils viennent pour prendre nos richesses. Et donc la Chine, pendant ces 5 à 10 années, et pas que la Chine, l'Asie, a profité de refaire la plupart de ces temples, des temples bouddhistes, avec du tali. Et du kotali, ce sont des essences africaines, qui sont des essences qui durent des siècles et des siècles. Donc, ils sont tombés sur ces essences au Cameroun et en Afrique centrale. Et pendant 5 à 10 ans, les prix se sont envolés et ils ont profité de piller tout le bassin, une grande partie du bassin du Congo. Pour trouver encore un tali aujourd'hui, il va falloir attendre encore 20 ou 30 ans. Ou un kotali. Bon, pour ce qui est des bubinga, je crois qu'on va encore attendre bien un demi-siècle, voire un siècle, pour retrouver des bubinga d'assez gros diamètre. Parce que toute la canopée a été visitée dans le sud et aussi une bonne partie à l'est. Nous, on vous parle des richesses de votre pays. Beaucoup de gens ne connaissent même pas. L'État du Cameroun n'a pas une cartographie qui lui permet de repérer toutes les zones où il y a des matières premières. C'est pour ça que, pour amoindrir les coûts, on peut vous donner une autorisation d'exploration
avant de venir faire de l'exploitation. C'est-à-dire, on vous envoie d'abord chercher, et une fois que vous avez trouvé, vous venez demander l'autorisation d'exploiter. Et malheureusement, ce piège est aussi à double tranchant, parce que comme l'administration n'est pas complètement honnête, enfin, pas l'administration, ceux qui la gèrent, souvent ne sont pas honnêtes. Des fois, on peut trouver un gisement pour faire une exploitation à partir d'une autorisation d'exploration et ne pas être celui à qui on va donner le gisement pour l'exploitation. Ce qui fait que tout le monde joue à cache-cache. Dès que chacun trouve son trésor, il préfère ne pas le dire. Parce que l'État n'ayant pas l'information, ne saura tout simplement pas qu'il y a tel ou tel gisement à tel endroit. Bon, ça c'est le système au Cameroun. Ça demande une grande organisation pour être en même temps celui qui découvre et celui qui exploite à partir de toutes les procédures qui existent pour demander des autorisations. Les procédures sont là, elles sont connues. Et chaque Camerounais peut demander. C'est vrai que les procédures sont longues, il faut connaître le milieu, l'administration, mais les procédures sont là. Et pour que le peuple puisse profiter de ces richesses en toute sérénité, il faut que les jeunes essayent il faut qu'on change ce modèle, qu'on change ceux qui sont en responsabilité. Pourquoi? Parce que le président Paul Biya en lui-même, durant son règne, n'a pas été très intéressé par ces matières premières. Le président Paul Biya, ce n'est pas Yaya Jammeh, ce n'est pas Taylor. Sur ce côté-là, il a protégé les Camerounais. Parce que arriver à ce jour et n'avoir que ce niveau d'exploitation des matières premières, moi, je peux vous garantir que nous avons encore entre 60 et 70% des richesses présentes. Mais le désordre et le fait qu'on ne s'arrange pas à changer de régime crée des envies. Et tout ce que vous voyez comme désordre dans le pays par des groupes armés, ce sont des factions qui sont aussi intéressées par toutes ces richesses. Il faut prendre conscience de ça. Et pour éviter que ce désordre soit accentué, il faut réorganiser et refaire de l'administration, dans l'administration des mines, un vrai secteur attractif et un secteur clair, parce que il y a beaucoup à faire dans ce secteur. La Sonamine, c'est une idée dont on verra comment elle va aboutir, mais la traçabilité et la réalité de ce qui se passe à l'Est n'est pas du tout comparable aux déclarations qu'on a au niveau de Yaoundé. C'est-à-dire que 60 à 70% de l'or, en gros, n'est pas déclaré et passe par des circuits mafieux contrôlés par des Asiatiques. Les Chinois font la loi à l'Est. L'Est est tellement riche que depuis que moi j'ai connu l'Est, le circuit du bois, par exemple, partait de Belabo jusqu'au Niger, jusqu'à Niamey. Il y a tout un circuit de bois blanc, c'est-à-dire tous les bois blancs qu'on appelle les ayos, les fraquets, tous ces bois blancs qui sont utiles à nos frères qui sont dans des zones où il fait très chaud, parce que Tchad, Niger, ils aiment bien notre bois blanc. Et c'est par le couloir de l'Est que ce bois est exploité
Et je sais qu'il y a des Aladji qui sont à la gare, qui ont des sommes énormes sur eux et qui payent, qui achètent ce bois à tous ceux qui arrivent pour le faire cheminer au niveau de... le faire monter par le nord et jusqu'au Niger. Je vous explique toutes ces choses parce que c'est comme ça. C'est ça le circuit de l'exploitation des richesses du Cameroun. Et elles vous paraissent lointaines, mais en vérité, elles sont proches de vous. Il faut juste prendre ses responsabilités, se préparer pour 2025, chacun en allant s'inscrire sur les listes pour se décider et attendre le résultat de l'élection de 2025. Je vous ai dit, la démocratie, ce n'est pas forcément la victoire. La démocratie, c'est un combat d'idées. Ceux qui vont avoir raison sur les autres devront considérer que les autres font partie du Cameroun. Et ceux qui n'auront pas raison devront se dire qu'ils n'ont pas su convaincre. Mais nous, on doit continuer à sensibiliser. Parce que nous savons que la jeunesse, c'est elle qui doit décider. C'est elle qui doit décider. Et même si, de manière naturelle, nos anciens qui sont au pouvoir depuis des dizaines d'années arrivaient à partir, nous les jeunes, enfin, ceux qui sont plus jeunes que nous-mêmes, et nous qui sommes dans la cinquantaine, nous avons vu comment nos aînés ont tout simplement mis le pays dans une situation inconfortable, dans une situation encore plus dure qu'avant. Et pour le changement, nous disons que ces grands frères doivent partir avec le président Paul Biya, que nous ne souhaitons pas qu'il soit candidat en 2025. Parce que on ne peut pas enlever la matrice d'une réflexion qui a conduit des gens à s'auto-saboter pendant autant de temps et se dire que ces personnes nous seront utiles après le changement, ça n'aurait plus de sens. C'est pour ça qu'il faut ratisser large, dire aux jeunes, c'est vous, ce pays c'est à vous de le gérer. C'est à vous de le gérer. Les responsables politiques, moi je vous ai dit, ne les regardez pas. Pour l'instant, ils ont des batailles politiques. Ils ont des batailles politiques. Regardez plutôt le peuple. Faites à ce que tout ce que vous croisez puisse aller, ne serait-ce que s'inscrire et écouter, s'informer. Parce qu'il va arriver un moment où il va falloir prendre la décision. Bonsoir Eton, bonsoir tout le monde. Donc, moi le message que j'avais à passer, que j'ai à passer à l'Est, c'est un message à la limite de honte. On ne peut pas être dans une zone aussi riche et avoir des populations abandonnées et aussi appauvries. Parce que j'ai toujours fait la différence entre des gens qui sont pauvres et des gens qui sont appauvris. Chez nous, les gens ne sont pas pauvres. Ils sont volontairement appauvris. Parce que on ne leur parlerait même pas de tout ce que nous on connaît ici, qu'ils ne se soucieraient même pas de ça. Mais le fait que le développement soit obligé d'arriver même là où on ne l'a pas demandé, parce que l'électricité, nos grands-parents n'ont jamais demandé, mais c'est un fait, c'est un fait moderne. Tout le monde doit avoir de l'électricité, tout le monde doit pouvoir s'informer, tout le monde doit avoir de l'eau, tout le monde doit pouvoir se soigner. Donc, ces éléments de base font que ça fait mal de voir que l'Est, nous on reçoit, on arrive à l'Est, on fait des affaires, les gens arrivent à s'en sortir, mais les populations, non. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, le changement, c'est pour remettre le peuple dans une espèce de mouvance afin qu'il se retrouve dans le partage de l'effort national. Il y a une trop grande différence
entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Il y a une trop grande différence. Donc le partage n'est plus équitable. Le partage n'est même plus explicable. Donc notre combat et les raisons qui nous poussent à faire ce que nous on demande, on avait décidé de faire, c'est d'expliquer aux gens que 2025, c'est une période où le Cameroun, dans son ensemble, doit décider sur son destin. C'est ça que nous on dit. Et on continue à dire que l'idéal, vu que les problèmes d'aujourd'hui sont des problèmes que nous devons nous-mêmes remonter, nous n'attendons pas que ce soit le président Paul Biya qui vienne résoudre les problèmes pour nos enfants. Le travail qu'il a fait suffit pour qu'il aille se reposer. Et c'est pour ça que, oui, je me mets en colère quand je vois des élites de chez moi qui n'ont pas aidé le président, qui ont tout le temps dit qu'elles soutenaient le président, mais qui ont fait le contraire, et dont les conséquences sont aujourd'hui palpables. Donc, moi, je me mets en colère contre elles. Pas parce que j'attendais quelque chose de particulier. Moi, je ne suis pas président. Mais je ne trouve pas juste. Je ne trouve pas juste que ce soit une seule personne qui porte la responsabilité sur des actes collectifs. Donc, dans une équipe, il y a certes un capitaine, mais quand on gagne une équipe, on ne gagne pas que le capitaine, on gagne toute l'équipe. C'est dans cet état d'esprit, et je ne dis pas pour autant que nul n'est récupérable dans cette équipe. Il y a des équipes qui arrivent à partir d'un point et se transférer dans une autre équipe. Mais vraiment, ce serait à trier, vraiment à trier en profondeur. Parce que ceux qui se sont rendus coupables devront rendre gorge. Ça, ce n'est pas, la phrase ne vient pas de moi, je ne fais que la relayer, et ce n'est que logique. C'est la logique même du fonctionnement. Si on n'a pas fait son travail, ben on paye les conséquences de l'inaction, de l'inactivité, si on l'a mal fait. On assume, et si on s'est rendu coupable, on doit assumer. Ça ne chauffe pas. Hein? Ça ne chauffe pas. Il ne faut pas que ce soit vu comme si on en voulait aux gens. Non. Quand on attrape un voleur au marché, tout le monde est content qu'on attrape le voleur. Moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on ne doit pas attraper des voleurs sous prétexte que ceux-là n'ont pas volé à l'arraché, ils ont volé par détournement. Pour moi, le vol, c'est le vol. La manière, ce n'est que la manière qui change. Bon, pire encore, moi je trouve même encore plus condamnable pour ceux qui font des délits d'initiés, c'est-à-dire sachant avec pertinence que ce qu'ils sont en train de faire est une duperie en plein jour, mais ils la font quand même. Et qu'on ne vienne pas me dire de ne pas indexer cela comme étant des responsables. Non, ils sont responsables. Et au moment de payer la facture, ils doivent avoir eux aussi une part de l'addition, parce que sinon c'est trop facile que ce soit toujours celui qu'on met devant qui soit l'éternel fusible. Donc, moi c'est la façon dont je vois la chose. Maintenant, il faut expliquer chez nous les choses qui font qu'on soit à ce stade-ci. Moi, je ne crois pas que nous soyons dans un système où c'est une fatalité, nous n'allons pas nous en sortir. Non, non, non. Je crois que beaucoup de richesses sont encore là, mais la situation est tellement préoccupante que c'est maintenant que tout le monde doit veiller à ce que ces richesses soient bien gérées, au lieu que le peuple n'ait même pas l'occasion de voir la couleur. Je dis que le pétrole camerounais, pour le changement, on devrait rendre compte, même de manière annuelle,
de la position, on doit avoir notre bourse du pétrole, savoir ce qu'on enlève du sol camerounais. Ça doit même être affiché, publié, de manière mensuelle ou hebdomadaire. Il appartiendra bien sûr aux députés de faire voter ce genre de loi. Sinon, il n'y a pas de chasse gardée. Il n'y a pas de raison que le pétrole soit réservé à une partie ou à une fonction particulière. Le pétrole du Cameroun fait partie des richesses du Cameroun. Quand on parlera de changement, il va bien falloir qu'on explique aux Camerounais que bon, dans votre pays, on exploite tant de barils par jour et ce pétrole, il est utilisé de telle ou telle manière. Cette clarté, elle est pratiquement obligatoire pour le changement. Et en dehors du pétrole, le pétrole, c'est visible parce qu'il faut des gros bateaux. Mais moi, je vous parlais de tout ce qu'il y a comme pierres précieuses, tout ce qu'il y a comme mines. Toutes ces mines sont de l'argent que les Camerounais n'arrivent même pas encore à évaluer. Or, on parle de milliards et de milliards et de milliards. Donc, nous continuons jusqu'en 2025 en disant que nous voyons très bien l'actualité. Ceux qui ne comprennent pas vraiment, et puis c'est normal, ceux qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe peuvent avoir des vues, enfin des idées qui ne sont pas du tout, qui ne correspondent pas à ce que pensent les gens. Parce que beaucoup font de la politique ou s'intéressent au sujet du changement parce qu'ils ont absolument quelqu'un qu'ils ont dans leur imaginaire. Si ce n'est pas cette personne, à la limite, tout ce que nous disons n'a pas de sens ou n'a pas d'intérêt. Nous autres, nous ne voyons pas la chose de la même façon. Nous demandons à tous ceux qui sont convaincus d'avoir leur candidat, d'abord de se concentrer sur la sensibilisation. Je vous assure que plus on se rapprochera de 2025, mieux on saura qui sera le mieux placé. Et je crois que des signes commencent à être donnés. L'actualité de notre frère Samuel Eto'o-Fils rejoint exactement ce que nous pensons depuis qu'il est arrivé à la FECAFOOT. Nous le disons. Nos voix ne portent pas assez pour que il nous interpelle, pour nous demander pourquoi nous disons ça. On aurait mieux expliqué. Mais nous trouvons que c'est un véritable gâchis de réduire tout le travail de Samuel à l'image qu'on veut lui mettre au dos. Nul n'est parfait dans la vie, mais je crois qu'on gagnerait beaucoup plus à sauver Samuel parce que Samuel est utile pour le Cameroun. Samuel est jeune, il est utile. Et le tempérament de certaines personnes, j'en parle aujourd'hui, fait que quand ils se sentent humiliés, il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux réactions parce que un animal blessé peut avoir des réactions très violentes. Je crois que l'image et le spectacle qu'on nous a présenté était aussi une manière de montrer au peuple camerounais, à ceux qui ont des intentions autres que le vôtre, de comprendre que c'est un jeu que le pouvoir, à la limite, qui arrangerait le pouvoir. Et je ne crois pas que ce soit pour ça que nous sommes engagés. Samuel doit prendre les leçons de ce qui est arrivé et je crois que il a encore assez d'énergie
pour pouvoir marquer de sa présence et de se rendre utile à son pays. Je crois sincèrement. On peut reprocher beaucoup de choses à Samuel, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, et comme nous tous, nous n'aimons pas les choses de la même manière, Samuel a son amour pour le Cameroun. Et il a une idée de ce Cameroun-là. Et ce qui arrive ne doit pas lui faire croire que les Camerounais ne l'aiment pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Les Camerounais l'aiment, mais pour certains qui avons, moi j'estime, j'ai 52 ans, je suis son aîné de pas très loin, j'estime que Samuel est de cette génération de personnes qui doit se rappeler de là où nous venons et qui peut aussi comprendre que nous avons besoin d'aller quelque part. Moi, ce que j'ai envie de dire et de lancer comme message à Samuel, c'est que Samuel, toi-même tu sais que le Cameroun ne pourra jamais te donner autant d'argent que tu as gagné. Toi-même tu le sais. Tu sais que jamais au Cameroun on ne te payera à la valeur que tu as eue. Nous tous nous le savons. Et nous savons aussi que même si on te donne tout l'argent de la FECAFOOT chaque année, cet argent-là ne pourra pas t'influencer. Parce que tu as connu l'argent dans ta vie. Donc le fait que tu sois venu au Cameroun pour te mettre au service du football camerounais m'oblige à te dire, frère, que tu es venu te remettre avec tes frères. Mais tes frères n'ont pas la même expérience que toi. Donc, pour reprendre de la hauteur, pour le temps que tu vas encore passer à la FECAFOOT, à chaque fois qu'on parlera d'argent, essaye de te mettre à la limite, de déléguer. Délègue cette démarche à quelqu'un de ton entourage pour qu'on ne mette plus, pour que tu ne sois plus associé à l'argent du Cameroun. Parce que toutes les guerres que tu subis là-bas sont des guerres qui sont liées à l'argent du football qui est lié au Cameroun, et puis le reste vient après. Il n'y a personne là-haut qui a la popularité que tu as. Mais eux, ils s'arrangeront à écorner ta popularité. Et toi, ton intérêt, c'est de protéger ta popularité. Donc, l'affaire est simple. Si tu veux venir réussir au Cameroun, ne parle plus. Délègue tous les sujets qui concernent l'argent. Pour que tu ne restes que sur les sujets qui concernent le foot. Et les possibilités que tu auras à le rendre meilleur. Maintenant, si tu vois que tu vas devoir parler des affaires d'argent, alors là, je peux te dire, frère, que ces gens ne te lâcheront pas jusqu'à ce qu'ils aboutissent. Tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes valeurs. Personne ne peut vivre la vie que toi tu as vécue, Samuel. Parmi tous ces gens-là, personne. Et même, je dis, il n'y a pas un argent de la FECAFOOT qui peut te payer. Donc, c'est à toi de te mettre au-dessus de tout ce qui se passe là-bas. Pour nous, ça nous fait mal. Mais aussi, de là où nous sommes, nous savons que tu es une étoile pour le Cameroun. Et dans un certain domaine, on doit pouvoir savoir comment tirer la lumière qui vient de toi sans qu'on en parle de la mauvaise façon. Bon, maintenant, nous sommes dans un peuple où ce sont un peuple de charognes. Hein. Il y en a qui se délectent à te voir dans cette situation. C'est le risque du showbiz. C'est le risque du showbiz.
J'attends vraiment certains signes, ne serait-ce que la demande ou l'encouragement que tu peux apporter en disant aux jeunes d'aller s'inscrire serait une bonne chose. Moi, je ne te demande pas de choisir un candidat. Moi-même, je n'ai pas de candidat pour l'instant. Mais dire aux jeunes d'aller s'inscrire serait déjà un très bon signe que tu pourrais faire au peuple camerounais. Parce que on parle de toi. On parle de toi au Cameroun. Et il faut faire des signes. Bon. Maintenant, nous, on revient dans notre sensibilisation et on continue à dire aux jeunes que tout ce qui va se jouer en 2025, si vous ne vous mettez pas en avant, ne venez pas plus tard vous plaindre que vous n'avez pas été prévenu. Je crois que le message doit être clair. Que ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne vont pas vouloir, qui vont se dire que ça concerne les autres, ne vous plaignez pas. Plus tard, étant donné que le pouvoir va tout faire pour se remettre en place et essayer de redresser la barre, la vie sera très dure après cette élection. 2026-2027, ce sera très dur. La seule façon de sortir de là avec un enthousiasme, c'est de se dire que on a de nouveaux dirigeants, ils sont plus jeunes, ça va aller plus vite, ils ont un projet, etc., etc. C'est pour ça que vous, les jeunes, vous êtes la clé pour 2025. Personnellement, nous autres, on peut se dire qu'on va faire la résistance, hein. On peut tenir. Mais parce que nous avons déjà fait notre jeunesse. Vous, les jeunes, vous êtes au début de votre vie. Donc, quand vous voyez une partie des adultes se mettre à côté de vous pour dire on vous accompagne, ce n'est pas pour notre intérêt à nous, parce qu'en démocratie, nous ne sommes pas les plus nombreux. On va être derrière vous. Parce que c'est vous qui devez être les premiers. C'est-à-dire vous devez commencer à voter à 8 heures. Nous, on arrive même vers 15 heures. Trouvez que vous avez déjà rempli les urnes. Ce n'est qu'à partir de ça. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. La dénonciation, maintenant, elle doit continuer. Elle doit continuer. Tant que tous les Camerounais ne voient pas dans l'ensemble, c'est-à-dire celui qui est à l'Est, doit savoir que c'est Joseph Lay qui est l'homme qui est responsable de nos vies ici. Et je dois lui demander des comptes. Quand celui de l'Ouest chacun dans son environnement doit dénoncer. Ceux qui ne veulent pas dénoncer, eux aussi ne devront pas se lever demain pour dire, quand ils rencontrent un boulot, dire que vous les boules, vous avez... Parce que c'est toujours ces petits mots qui mettent les gens dans des situations où, sachant que toi tu n'as profité de rien, tu te trouves indexé par quelqu'un qui rejette la faute des autres sur toi. Alors que maintenant, on voit très bien que voilà les boulots. Qu'on dit que les boulots sont des mangeurs. Il y a beaucoup. Moi, je reçois des courriers des jeunes qui sont prêts, des jeunes boulots qui sont prêts pour le changement. Si le changement n'arrive pas parce que les gens n'ont pas voulu dénoncer chez eux, il ne faut pas venir dire demain que le pouvoir, c'est depuis 40 ans qu'il est chez vous, parce que quand on ne veut rien faire, ah ben on ne s'attend à rien. Ça, il faut savoir. Hein. Si on ne veut rien faire, on ne va rien avoir. Et comme la nature a horreur du vide, ceux qui sont là vont mieux s'implanter. Tous les jours, je reçois des coups des gens qui me disent il faut dénoncer tel, il faut dénoncer. Mais pourquoi vous ne vous dénoncez pas? Est-ce que la dénonciation doit être uniquement celle que moi je fais? À la limite, moi je dénonce quand j'ai des dossiers que je peux étayer. Vous me donnez un nom, vous me dites il faut dénoncer tel. Je veux dénoncer sur quelle base? Je ne suis pas un perroquet. Hein? Je reçois les dossiers, le temps que je prenne parole sur ces dossiers,
il faut que je prenne le temps de les voir, pour savoir que quand je vais parler, je vais parler d'un sujet cohérent. Donc, moi je suis là, j'observe comme vous tous. Et il faut toujours, Robert, il faut toujours continuer à expliquer. Faut savoir que le peuple, quand on parle de peuple, c'est des gens qui ont été élevés au christianisme. C'est la Bible qui est responsable de tout cet abrutissement que vous voyez. C'est la Bible qui a abruti tous ces gens. Parce que la Bible a imagé la société. Le peuple, c'est comme un troupeau de moutons. Exactement. Observez le troupeau de moutons, c'est comme ça que le peuple est. Vous voyez des gens qui partent. Le troupeau de moutons, lui, il s'arrange toujours à suivre le mâle dominant. Le peuple fait pareil. Et à certains moments, il y a de nouveaux mâles qui veulent prendre le pouvoir. Et il y a des combats qui se passent. Si le jeune mâle arrive à renverser le plus âgé, il prend la place. Donc, le peuple, c'est comme ça. Il faut toujours aller vers le peuple et essayer de le convaincre. Et puis, les gens sont habités par des stéréotypes. Ils ne connaissent pas la vérité, mais ils sont bloqués sur quelque chose qui les a marqués et ils restent dessus. C'est fait exprès hein, que les gens n'aient pas le sens patriotique. C'est pas quelque chose, on ne naît pas avec. C'est quelque chose qui se cultive. Or, quel patriotisme on peut inculquer à des gens qui n'ont même pas conscience que, ne serait-ce que pour conduire, il ne faut pas prendre l'alcool. Je veux dire, avant qu'on arrive au patriotisme, on commence par des petits trucs simples. La patrie, c'est compliqué pour des gens. La plupart des gens chez nous sont encore des civils. La plupart. Ceux qui vous disent qu'ils sont patriotes, beaucoup ne savent même pas comment on fait pour prendre un certificat de nationalité. Beaucoup de gens croient que on est au Cameroun, on est Camerounais. Non. On est Camerounais, on justifie la nationalité camerounaise par un certificat de nationalité, pas par la bouche. Donc, toutes ces notions, quand quelqu'un va dans une école payée par l'État, s'il n'a pas conscience que l'État, c'est tous les Camerounais qui participent à son école, mais cette personne, en sortant de là, croira que c'est elle qui est la plus belle. Alors qu'elle doit dire merci et se mettre au service de l'État. Mais ce n'est pas encore assez imprégné, d'abord parce que c'est gratuit. On leur fait croire que c'est gratuit. Or, ceux qui donnent les cours dans ces grandes écoles sont payés. Le jour où on fera comme dans des pays modernes, où dès qu'on profite à une école, ben on rembourse, peut-être que les gens auront conscience que quand ils profitent de l'éducation nationale, ils doivent avoir un comportement adéquat. En 2025, peu importe la forme du vote, mais nous devons amener le changement en 2025. Ce serait trop grave de laisser passer le train. Ce serait trop grave. C'est-à-dire de se piéger pour finalement dire que après moi le déluge. Parce que chez nous, il y a des problèmes d'héritage, des problèmes de succession. Moi, je crois sincèrement. Mais je m'attends à une surprise. Je reste toujours là.
à penser qu'il peut avoir une surprise. On peut rester là et on se dit que non, une lumière nous a permis, ou tout ce qu'on fait aujourd'hui pourra permettre, tôt ou tard, de nous donner, de nous mettre au moins dans cette situation. Moi, je ne cherche même pas à savoir qui sera là. L'essentiel pour moi, c'est que M. Paul Biya aille se reposer. C'est ça l'essentiel que moi j'ai. Et je serais tellement heureux de voir un autre visage à la tête du pays, de manière pacifique, qu'après, moi, je n'aurais même plus rien à demander parce que je me dirais, dès que ça arrive, les Camerounais seront comme émasculés. C'est-à-dire que ce sera une nouvelle vie. Ce sera une nouvelle vie, je suis convaincu. Et cette nouvelle vie, on doit aller la prendre avec beaucoup de sérieux. Parce qu'elle ne peut pas nous être donnée cadeau. Ceux qui attendent, qui disent que non, il faut attendre, attendez. Vous allez voir comment le train va vous passer vous-même. Ça c'est toujours, la liberté c'est toujours prise. On arrache la liberté. Pas forcément par la violence. Le vote, c'est la meilleure sanction de la liberté. Et il y a des sanctions qui ne sont pas discutables. C'est celles qui sont faites par l'abondance. Quand on veut, on ne peut pas dire si 10 personnes votent pour une personne et là-bas 2 personnes votent pour une personne, on ne va jamais dire que les 10 ont perdu. C'est impossible. Mais quand on se retrouve à 7, entre 7, 8, 7, 8, où il y a des équivalences, oui, il y a des tricheries. Même à 6, 8, il y a des possibilités de tricher. Mais quand le vote est incontestable par l'abondance, par l'engouement, même si les gens font comment? Même si les gens qui font comment? Le vote passera. Le vote passera. Pendant que je fais ma sensibilisation, je profite aussi de discuter avec les responsables politiques du Cameroun. Je prends le temps de passer des fois 1 heure ou 2 pour leur demander comment ils se préparent là-bas. Et il y a beaucoup de pièges. Il y a vraiment beaucoup de pièges. C'est-à-dire que tous les partis politiques qui ont espoir de concourir doivent s'y prendre à l'avance. C'est-à-dire que, moi je leur dis, commencez déjà à réunir les pièces en fonction de leur date de validité. Il y a des documents qui sont valables 3 mois. C'est à vous de jouer avec le calendrier. Ayez un peu plus, prenez un peu plus d'initiative. Implantez-vous dans le territoire. Ne parlez pas du Cameroun alors que vous ne parlez que d'une petite région. Faites à ce que vos partis politiques aient du monde un peu partout. Disséminez-vous dans le pays. Allez dire bonjour au RDPC, même à Ndikinemeki, même à Kolofata. Allez dire bonjour au RDPC pour lui dire que moi aussi je suis à côté de toi, RDPC. Et c'est en grattant sur le terrain de cette manière que, en fonction de comment se présenteront les choses, que nous verrons le combat. Et à un moment donné, nous dirons à ceux qui nous écoutent que nous croyons que c'est là-bas qu'il faut partir. Nous dirons ça à la jeunesse pour tout le travail qu'on fait là. On dira à la jeunesse que nous croyons que c'est là-bas qu'il faut partir. Nous demandons à l'administration de laisser les ambassades permettre à ce que les Camerounais de la diaspora s'expriment. Nous avons proposé
aux gens de la diaspora de parrainer. Nous voyons des efforts qui se font en sous-marin, en sous-marin. Moi, je dis à mes frères, continuons. Ne lâchez pas. Ne nous laissons pas distraire par des événements factuels. Nous savons que nous avons deux sources de distraction pour 2025. Il y a l'affaire Martinez-Zogo et il y a l'affaire Fekafoot. On regarde ça, mais ne prenons pas ça, nous ne pouvons pas prendre ça au sérieux. Parce que nous savons que l'affaire Eto'o, nous savons que Eto'o est capable de quelque chose. Ceux qui disent que non, s'ils s'amusent, non, nous savons que Eto'o n'est pas un homme simple. C'est-à-dire que Eto'o, ce n'est pas le gars qu'on va mettre à Konengi comme ça. Faut pas non plus croire que c'est aussi facile que ça. Ce serait dangereux pour le pouvoir de mettre un gars comme ça aux arrêts pour X ou Y raison. Mais nous lui demandons tout simplement il faut qu'il démontre au peuple de quelle manière il pourrait être utile. Il s'est souvent exprimé sur ses positions politiques. Qui s'exprime? Qu'il explique aux gens quelle est sa position pour que le peuple le sache. Et bien sûr, les frères de la diaspora. Je sais que parmi vous, certains sont dans des grasses campagnes. Si quelqu'un a des problèmes particuliers, essayez de vous mettre en collaboration, parce que ce serait encore dommage de voir quelqu'un dans la diaspora qui ne vote pas. C'est encore plus dommage. Parce que celui qui vient dans la diaspora doit comprendre l'intérêt du vote. Donc, nous sommes là, si nous pouvons faire quelque chose. Et puis, du côté du Djai-Lobo, des réunions de famille sont en train de naître. Et moi, j'apprécie ça. Parce que certains m'ont reproché d'avoir été dur avec mes aînés. Sauf que moi, c'est vrai que les réseaux sociaux font apparaître les gens d'une certaine manière. Mais je dis à ces gens-là que je ne fais que jouir des droits traditionnels africains que j'ai hérités. La tradition donne des droits. Et nous sommes dans des sociétés matriarcales. Mon rôle à moi, en tant que fils d'une fille du Sud, mon rôle à moi est d'écouter, de sentir et de parler. Ce n'est que ça que j'ai à faire. J'écoute ce qui se dit. Je sens les odeurs que beaucoup de gens ne veulent pas sentir. Et je dis des choses que beaucoup de gens ne peuvent pas dire. Ça, c'est le pouvoir que les boules nous ont donné. Le jour où je ne pourrai plus parler ne pourrai plus utiliser ces pouvoirs-là, je ne serai plus boulot. Donc, si quelqu'un peut croire que moi, j'ai un regret sur mes paroles, ne doit même pas connaître la tradition boulot. Parce que moi, je parle en traditionnaliste. Et je suis prêt à m'asseoir devant n'importe quel tribunal coutumier pour justifier de tous mes propos. C'est pour ça que je prends le temps de parler en français et le temps de parler en boulot. Parce que je sais qu'il y a des propos que je peux tenir en boulot qui ne peuvent pas se justifier en français. Et oui, moi j'ai des retours. J'ai des retours que les choses bougent.
il y a des réconciliations, il y a des ententes. Moi, j'aime ça. Mais si je ne parle pas, on fait macérer la haine. Or, ça ne sert à rien de faire macérer la haine. Quand les gens sont fâchés, il faut à un moment donné que quelqu'un dise ce qui ne va pas. Ça permet de purger les humains. On purge leurs sentiments. Parce que, à force d'accumuler des rancunes, on ne sait jamais comment ça se déclenche. Donc, des fois, il faut faire le fou. Tu fonces, tu dis ce que tu as à dire. Et tes paroles, obligatoirement, auront des répercussions. À chaque fois que j'ai toujours pris la parole chez moi, ça a toujours été pour dire ce que je pense. Ah oui, ça a toujours été comme ça. Depuis mon enfance. Donc, je suis obligé de vous laisser. Ça, c'est des raisons professionnelles. Je vais sûrement revenir tout à l'heure parce que j'attends un client. Je vais vous reprendre après. Vraiment, veuillez